Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série à chaud. Le film d'aujourd'hui s'appelle Star Trek Beyond, il est réalisé par Justin Lin. Et en fait, dans cet épisode, on va aussi parler de toute la nouvelle trilogie qui a commencé avec le film de J.J. Abrams. Star Trek Beyond est sorti donc le 17 août 2016. Et si je fais un à chaud aussi tardif, c'est pas tout à fait exceptionnel que ce soit aussi tardif. Par contre, c'est un film que j'ai exceptionnellement et de manière très décevante raté au cinéma. Je l'ai vu en VO et en français, mais en DVD. Ouais, je sais, c'est triste, mais c'est une réalité. Et concernant ce film, c'est vraiment dommage. Mais j'y reviendrai plus tard. Alors, j'aimerais commencer par déjà dire que je connais mal l'univers Star Trek. Juste les bases, en grosso modo, mais sans plus. Je suis très loin d'être un Trekkers. J'ai vu la série originale parce qu'à l'époque j'avais pu la voir à la télé dans une émission rétro qui passait à La Réunion, parce que c'était pendant mon adolescence, j'habitais à La Réunion à l'époque, qui s'appelait La Loi des séries, Big Up, si des gens la connaissent, elles l'ont connue, et qui passait vraiment des séries rétro, beaucoup de séries rétro. Ça m'a permis de voir par exemple Le Prisonnier en entier, enfin bon bref, la série originale, et de voir donc Star Trek, de voir tous les épisodes de la série Star Trek quasiment. Alors, je les ai pas tous retenus, ça m'a marqué à ce point-là. Par contre, j'ai vraiment découvert à ce moment-là le côté métaphysique et culotté, mine de rien, des sujets avec des trucs aussi complexes que les différences entre les sociétés, entre les races, l'homosexualité. Plein de choses comme ça étaient traitées de manière sous-jacente. Derrière tout ce côté kitsch, évidemment de plus en plus comique plus les années passent. Sans compter que le jeu des acteurs a des tics qui est quand même assez marrant maintenant de voir avec le recul. Mais en tout cas, c'est une série qui avait compris, et notamment grâce à son auteur et à tous les auteurs qui ont travaillé sur la série. Je veux dire le créateur, bien sûr, Gene Roddenberry. Que dans le cinéma de genre, l'un des trucs géniaux du genre, ou de la science-fiction en quelque sorte, puisqu'on est plus vers ça dans Star Trek, c'est un super endroit pour faire des métaphores de son époque ou de ce qu'elle pourrait devenir en quelque sorte. Et c'est là où Star Trek avait vraiment tapé juste et fort. Et j'ai beaucoup apprécié ça dans la série originale parce que je m'intéressais déjà beaucoup au cinéma à l'époque et que ce côté, kitsch décalé mais qui traitait de sujets philosophiques quand même assez complexes par moments, je trouve. Pour une série télé américaine qui à l'époque, je rappelle, n'avait pas marché du tout. C'est vraiment les fans qui ont vraiment, au fil des années, poussé les productions à refaire des choses avec ça et qui ont permis à Gene Roddenberry de faire notamment les films de cinéma. Mais qui avait vraiment touché profondément donc tout un public parce qu'elle avait juste compris l'essence du genre, de ce que ça permettait notamment les questionnements d'une époque donnée, d'une société donnée face à elle-même, et je trouvais ça très très fort. Mais comme je vous l'ai dit, je suis pas un Trekkers, donc je vais m'arrêter là tout de suite sur la série originale avant de dire des grosses conneries aussi grosses que moi. Je vais plutôt vous parler ici de la nouvelle trilogie. Je vous conseille d'ailleurs, tout de suite, petite parenthèse, de voir l'excellente rétrospective complète des films Star Trek qu'a fait Durandal. Je mettrai le lien en dessous de la vidéo ou sur la vidéo, parce qu'on m'a dit que c'était mieux de les mettre sur la vidéo, que c'était plus facile. Donc je le mettrai. Parce que tout simplement il a fait un super travail, qu'il les a tous regardés, qui rééquilibre vachement, je trouve, et avec justesse, parce que je l'ai vu la plupart des films avant sa vidéo, je les avais vus pour différentes raisons, et bien avant de faire avoir à chaud et toutes ces vidéos là. Et je suis plutôt d'accord avec Durandal. Il y a des films qui ont été bizarrement mis de côté alors qu'ils sont plutôt réussis, et d'autres qui sont un peu encensés, qui sont bien, mais c'est pas non plus des chefs-d'œuvre absolus. Je fais notamment référence à Star Trek 2, La colère de Khan, qui est pas un film extraordinaire sur le fond. C'est un film qui est bien foutu, mais ça s'arrête là, quoi. Donc bref, Durandal en parle mieux que moi. Je vous conseille d'aller voir sa vidéo. Donc, commençons par le commencement. Star Trek, sorti en 2009, si je me trompe pas, mais je vous mettrai à l'écran une correction si je me suis trompé. Réalisé donc par J.J. Abrams, à qui on a mis sur le dos de rebooter la saga, puisque c'était clairement pas une suite. L'ancien casting étant évidemment très vieux, William Shatner, Leonard Nimoy, ainsi de suite, pour reprendre un rôle titre, évidemment. Mais
déjà, la première très bonne idée de ce reboot, ça a été de le baser sur des paradoxes temporels, grosso modo des réalités alternatives, ce qui fait qu'ils ont pu rajeunir assez aisément le casting, et du coup c'est devenu un peu la base de la trilogie, d'être la trilogie non pas simplement un reboot et un nouveau chemin, mais clairement de nouvelles origines à l'équipe. À l'époque je connaissais mal J.J. Abrams et donc Star Trek, mais j'étais bluffé, je trouvais que c'était une réussite totale. Et maintenant que je connais un peu plus, je me suis renseigné, je suis allé sur Wikipédia comme tout le monde, je pense encore plus que ce film est une réussite totale. C'est un film efficace, surtout dans le trajet croisé et dynamique de Kirk et de Spock, que le film assume complètement dès le début, avec 2 scènes d'origine, des origines de Kirk et des origines de Spock, qui sont très très bien. Et tout le film comme ça a une sorte de dynamique très réussie, parce que le point de départ de ce film, c'est que la vie de Kirk a changé à cause d'une conséquence temporelle forte. Bon, le film est sorti en 2009, je vous spoil la scène du début. Grosso modo, le père de Kirk meurt et le sauve tout son équipage parce qu'il est capitaine d'un vaisseau, se retrouve face à un vaisseau a priori indestructible. Son vaisseau va être détruit et dans le vaisseau, il y a la mère de Kirk qui est enceinte de lui, qui est en train d'accoucher de lui. Et donc son père est obligé de se sacrifier au moment où Kirk naît, tout simplement. Ce qui est un très bon début, dramatiquement parlant, ce qui est très bien foutu. On notera pour la petite anecdote que le père de Kirk est joué par Thor, je veux dire Liam Hemsworth, et voilà, qui fait très bien sa petite apparition d'ailleurs. Et du coup, ça crée toute une nouvelle origine, puisque dans la série d'origine, et c'est expliqué dans le film, c'est là aussi où le film est très très bien foutu, c'était le père de Kirk qui lui donnait envie de rentrer dans Starfleet et de devenir le capitaine qu'on a connu dans la série d'origine. Ce qui fait que on a un Kirk radicalement différent puisqu'il a grandi sans père. Du coup, n'ayant pas eu l'influence de ce père qui lui a donc envie de rentrer, qui lui a donné donc l'envie de rentrer dans Starfleet et qui lui a donné les codes moraux et toute cette structure, eh ben on a un Kirk très très différent qui doit apprendre le rôle de capitaine. Ce qui amène en fait toute l'équipe à apprendre leur rôle de manière beaucoup plus, on va dire, dynamique et spectaculaire, parce que Kirk, c'est leur leader. Toute la série d'origine était basée sur le fait que Kirk est le centre et le leader de cette équipe. Même si la série était relativement subtile et laissait la place aux personnages. Les autres personnages n'étaient pas secondaires, mais Kirk était quand même une sorte de leader charismatique et avait quand même une certaine tenue de l'éthique de l'équipe. Même si, encore une fois, la série était plus subtile que ça. Mais on avait quand même cette sensation, mine de rien. D'ailleurs, pour la petite parenthèse, William Shatner était devenu complètement barré avec son personnage, avait fait des crises d'égocentrisme complètement délirantes. La plus connue étant que, comme Leonard Nimoy avait réalisé, je crois, 1 ou 2 films de la série des films Star Trek au cinéma, William Shatner avait fait tout un caca nerveux pour réaliser lui aussi l'un des films. Enfin bref, vous voyez le délire quoi, dans lequel le mec était rentré. Mais évidemment, il était impossible de faire un film Star Trek sans le capitaine Kirk à l'époque. Donc, vous comprenez le délire. On revient un peu sur ce que je vous avais raconté dans les vidéos sur Suicide Squad, avec un acteur comme Will Smith, par exemple, qui fait pas ce genre de caca nerveux, mais qui a ce poids-là. Enfin bref, je ferme la parenthèse. Donc, à cause de cette remise en cause de la base, c'est-à-dire Kirk comme leader et comme capitaine j'ai envie de dire de culture et d'apprentissage familial, qui est donc absent ici, tout le film est un apprentissage pour toute l'équipe. Un apprentissage du vaisseau. On voit notamment une excellente scène où on demande à Sulu, qui est le pilote de l'Enterprise, de démarrer et qui rate son démarrage, qui est une scène très bien foutue. Un apprentissage des autres aussi. Évidemment, Kirk et Spock vont devoir apprendre à se connaître, mais de manière beaucoup plus frontale, puisque Kirk est clairement, au lieu d'être entre guillemets charismatique et un leader et tout, comme je disais, c'est un petit con un peu rebelle, quoi. Voire même beaucoup rebelle. Et il rentre dans Starfleet par bravade. Il rentre même pas dans Starfleet parce qu'il veut faire plaisir à son père ou être marcher sur les traces de son père. Plus ou moins, mais au départ, il rentre, c'est parce qu'on le défie qu'il y rentre.
Et puis, il y a aussi l'apprentissage de soi, notamment avec l'excellente, mais vraiment ça c'est une super idée de mise en scène, c'est une idée scénaristique qui est écrite, mais on sent qu'elle est parfaitement mise en scène et c'est vraiment une vraie idée de cinéma. C'est tout ce jeu autour des chaises musicales sur le siège de capitaine dans le premier. Et ça dynamise la narration de manière assez incroyable. Moi qui n'étais pas un grand fan de la série, j'ai tout de suite tiqué sur ce truc d'avoir ce jeu de chaises musicales où évidemment Kirk n'étant pas du tout un capitaine, ou se voyant enlever assez rapidement dans le film la possibilité d'être le capitaine de l'Enterprise, il y a tout un jeu sur qui doit être dans cette chaise du capitaine, et c'est absolument jouissif. Il y a notamment un travail sur l'image, on reconnaît la pose que prenait William Shatner dans le siège de capitaine, enfin c'est un vrai bonheur. Et même si on ne reconnaît pas ça, c'est jouer avec, encore une fois, une grande dynamique dans les dialogues, une grande dynamique dans les déplacements dans l'espace, et on n'a jamais de stabilité réelle dans cette fameuse salle iconique des commandes de l'Enterprise, où tout le casting principal se trouve, et ça crée réellement un déséquilibre aussi bien scénaristique que visuel, dont le film joue avec vraiment jouissance et avec un grand humour. C'est une vraie réussite. C'est ça qui est fort, c'est que tout l'apprentissage du film est constamment visuel, et dans une urgence, parce que c'est encore mieux si c'est dans l'urgence. Quasiment tout le film, on a les personnages courts, la caméra va d'un personnage à l'autre quand ils dialoguent sans cut, ce qui fait qu'on a une sorte de transfert dans l'espace des mots. C'est très fort parce que ça crée vraiment du lien entre eux, visuellement et émotionnellement. Ça fonctionne quasiment tout le film. À la nuance près qu'on va dire que la conclusion du film est un poil moins bonne, enfin on va dire la grosse moitié de la dernière partie, parce que les enjeux principaux, c'est-à-dire grosso modo l'histoire entre Kirk et Spock, est réglée avant la fin. Ce qui se comprend en termes de sens, mais qui en termes de tension narrative fait descendre un petit peu le truc, parce que tout simplement l'histoire c'est eux, l'histoire est vraiment très bien écrite, et c'est l'équipage qui est intéressant, c'est le rapport Kirk et Spock qui est intéressant. De facto, quand l'histoire est réglée entre eux et qu'ils décident plus ou moins de faire équipe et de retrouver en quelque sorte leur poste iconique, donc c'est-à-dire Kirk en capitaine et Spock en second, on a de facto une baisse de tension, même si encore une fois elle est légère, mais comme le reste du film est très élevé et fonctionne très bien dans son rythme, ça se sent un petit peu. C'est un des seuls bémols que je mettrais sur ce film. Bref. Du coup, il y a une forme d'urgence pendant tout le film, mais un peu moins dans la fin, j'ai envie de dire. Vraiment, je mets des gros guillemets, c'est vraiment une critique très modérée, parce que je trouve que le film fonctionne globalement très bien, et quand la fin du film arrive, le petit cadeau pour les fans, mais surtout je pense que n'importe qui a connu un tout petit peu Star Trek est touché par ça. C'est ça qui est très fort. C'est aussi... je rajoute un élément que j'avais pas forcément pris dans mes notes, mais que je trouve aussi très intéressant. C'est pas du fanservice. Je trouve qu'on donne vraiment des choses que la plupart des gens connaissent de la série. Ils sont pas allés chercher... au contraire, je dis des bêtises. Ils sont allés chercher des choses très précises que les grands fans, les Trekkers vont reconnaître et tout ça. J'ai vu des gars sur Internet faire des analyses de tous les éléments que J.J. Abrams a disséminés dans le film, qui font référence à la série et tout. Mais honnêtement, ça prend pas trop de place. Ce qui est génial, c'est d'avoir réussi à mettre des éléments que le grand public, que les gens qui sont pas Trekkers, ont la possibilité de vraiment bien reconnaître. Et ça, c'est vraiment une des grandes forces de ce film-là. C'est un film fort. C'est une réactualisation de personnages classiques, mais avec des tempéraments qui leur correspondent vraiment. C'est-à-dire Spock devient froid, comme il l'était, froid, logique, ainsi de suite, mais du coup, il a son pendant colérique, qu'on fait porter en quelque sorte par sa nature humaine, par sa mère humaine aussi. Une très belle histoire, je trouve très bien racontée, assez abrupte, mais qui, dans le contexte du film, fonctionne très bien. Kirk, au contraire, comme on le connaissait, responsable, leader et ainsi de suite, là il est désinvolte, il est provocateur, c'est un peu un branleur, il couche à gauche, à droite, enfin voilà, et du coup c'est un pendant à son personnage qui aussi fonctionne très bien, qui le rend nouveau, qui le donne à être redécouvert, et qui surtout crée la possibilité de le faire grandir de film en film, ce que les films suivants bien sûr vont se permettre et vont faire avec un grand plaisir, encore une fois. Il y a de vraies audaces d'écriture, je vais pas spoiler,
les gens qui ont vu le film ont compris de quoi je parlais, et ceux qui ne l'ont pas vu doivent le voir, donc ce serait dommage de spoiler. Mais une grande audace d'écriture. Il y a en plus un casting d'acteurs qui au moment où le film est sorti, étaient tous des acteurs vraiment mineurs. Mis à part Zachary Quinto, qui était vraiment connu par la série, pour son rôle dans la série Heroes, dans le rôle de Sylar notamment, mais qui est une série qui au final avait eu un vrai buzz la première saison, mais qui s'était tout doucement effondré, jusqu'à être annulée, je crois, à la fin de la saison 4, et qui... donc lui avait fait connaître une certaine hype, mais qui l'avait fait un peu disparaître. C'était un peu son seul rôle. Après, le rôle qu'il a aussi joué dans la série American Horror Story, mais c'était pas allé très très loin dans American Horror Story, puisqu'il avait choisi d'avoir plutôt une carrière de cinéma qui pour l'instant s'arrête réellement à Star Trek. Zachary Quinto fait pas beaucoup d'autres films de Cinoche, ou de rôles aussi forts dans des blockbusters. C'est devenu un peu son personnage. J'espère qu'il ne sera pas piégé dedans, parce que je pense que notamment les gens qui ont vu la saison 1 d'American Horror Story savent très bien que Zachary Quinto sait jouer des choses très très intéressantes et autrement. Mais bon, pour l'instant au cinéma, c'est Spock, et j'ai bien peur pour lui que ça devienne un petit peu une sorte de malédiction, un peu comme ça l'a été pour Leonard Nimoy. Mais donc, mis à part lui, le reste du casting, Chris Pine était une vraie découverte en quelque sorte avant de devenir un bon acteur de films de série B, j'ai envie de dire, mais tout à fait correct, plutôt bankable. Mais le reste du casting, voilà, Zoé Saldana, c'est plutôt une actrice qui joue des seconds rôles, notamment dans Les Gardiens de la Galaxie. John Chu, il fait essentiellement son rôle de Hikaru Sulu. Anthony Yelchin, il a fait d'autres films, mais c'est encore un acteur, un second rôle en quelque sorte. Simon Pegg fait des premiers rôles en Angleterre, mais il fait quelques premiers rôles aux États-Unis, mais au final, il est pas... C'est pas un acteur bankable à proprement parler, même si on pourrait le mettre un peu plus on va dire, chez les triple A des acteurs. Mais il se noie très très bien dans l'équipe. C'est vraiment un casting parfaitement casté, et ils sont tous très impliqués. C'est ça qui est très très agréable dès le premier film. Il n'y a pas eu ce côté, voilà, ça vient d'une série kitsch des années 60, tant pis, on va y aller un peu par-dessus la jambe. On ressent pas ça. C'est pour ça que je conseille de voir le film en version originale. Tous les acteurs sont vraiment très très bien. Et j'insiste, ils ont tous perçu, dès le premier film, le trait principal de leur personnage et les limites de ce trait. C'est vraiment très très bon. Hein. Les blagues autour de l'accent russe de Tchekhov fait par Anton Yelchin sont très très bonnes. Simon Pegg et son côté écossais fonctionnent très très bien. On aime ou on n'aime pas cet humour-là. Moi, il me fait pas forcément rire, mais le personnage fonctionne. C'est ça qui est important. Et le côté... le fait que Zoé Saldana, son personnage, parle plusieurs langues, est très bien utilisé dans la narration, fonctionne très très bien, lui donne un côté très femme forte, qui n'est pas une caricature du tout. Enfin bref, c'est un vrai bonheur ce casting, une réussite totale. C'est rare de voir des films avec un casting aussi bien équilibré. Je trouve qu'aucun des acteurs n'écrase les autres, c'est un vrai bonheur. Même si Chris Pine et évidemment Zachary Quinto sont plus importants dans le premier, et restent très importants dans le deuxième et le troisième, le reste du casting a de plus en plus le temps d'exister, et c'est une des grandes forces de ce choix de casting. Il faut bien imaginer que quand on part sur un casting sur une série comme Star Trek, on l'imagine de l'emmener sur plusieurs films. Et ils ne se sont pas trompés du tout. Aucun des acteurs n'est dans du surjeu, dans du délire. Ils sont extrêmement équilibrés de film en film.